Eh bien voilà, on va continuer sur nos sujets d'IA sur le stand de KPMG grâce à Youssef. Nous, Youssef, on s'est plutôt connus sur des sujets Web3, parce que à l'époque, tu travailles toujours sur ces sujets-là. Ça va vite en Web3. Oui, c'est vrai, ça va vite la tech. Et tu vas nous expliquer maintenant comment est-ce que tu travailles avec Cesters, qui est donc une start-up que tu as créée, qui est basée à Marseille, sur tous les sujets pour allier à la fois la performance sur la technologie, et on l'a vu avec l'IA, on a besoin de grosses puissances de calcul, mais aussi sur l'impact de ces technologies. Et donc, je vais te laisser te présenter et nous présenter Cesters et ce que tu fais. Parfait, merci Catherine. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je suis Youssef Mansouri, CEO de Cesters, donc société qui est spécialisée dans le computing haute densité. Aujourd'hui, notre métier principal, c'est de pousser des solutions pour les acteurs du GenAI, comme OpenAI par exemple, pour entraîner et inférer leur IA. Et notre stack aujourd'hui, elle part du data center jusqu'à ce qu'on appelle le MLOps, donc le déploiement de l'IA, en passant par les fameuses cartes graphiques NVIDIA qu'on met à disposition pour nos clients. Cesters, historiquement, on a toujours été une société très HPC, donc vraiment haute densité de calcul. On a commencé notamment avec le domaine de la blockchain et du mining. On était pendant quelques années le plus gros acteur français du mining, avant de faire ce switch naturel comme beaucoup d'acteurs du mining vers l'IA. Parce que finalement, c'est un petit peu les mêmes challenges et le même métier qui est d'être capable d'utiliser des GPU at scale pour faire tourner des infrastructures techniques. Petite historique, la société a été créée à peu près en 2018-2019 et elle a fait le virage vers l'IA doucement 2020-2021. Et aujourd'hui, en termes de flux, on est à peu près 90% IA, 10% blockchain, même si notre activité blockchain reste assez forte, puisqu'historiquement, on a eu des gros actifs sur la blockchain. Aujourd'hui, le sujet, ce que j'aimerais un peu exprimer dessus, c'est finalement comment on construit le futur sur les sujets de demain, que sont la blockchain ou l'IA, tout en préservant l'environnement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être capable d'avoir conscience des enjeux et de croiser un peu les deux. Et on parle de domaines qui sont quand même, effectivement, qu'on pose les domaines qui sont assez énergivores de base. Et je pense qu'en fait, quand on déroule et qu'on rentre dans la technique, on se rend compte que c'est des domaines qui portent l'innovation sur l'aspect environnemental. Donc moi, je pense que le premier constat qu'il faut poser, c'est se dire, au plus on va avancer dans le futur, au plus les besoins d'énergie pour le futur du digital vont être forts. C'est-à-dire que pour la blockchain, pour l'IA, ces besoins vont être exponentiels. Nous, dans notre métier, on le voit, les besoins, c'est pas qu'ils grossissent, c'est que ça accélère. C'est exponentiel en termes de besoins d'énergie pour ces sujets-là. Et on voit des initiatives très fortes à ce sujet-là. Par exemple, Amazon, AWS, qui a acheté une centrale nucléaire il y a quelques mois de ça. Pareil pour Digital Realty, où on voit des vrais besoins sur les data centers qui deviennent de plus en plus fortes. Donc pour moi, quand on parle d'environnement avec le Web3 ou l'IA, le vrai sujet de fond, c'est le data center. C'est en gros le lien entre l'environnement et ces technologies-là, in fine, c'est comment on va consommer l'énergie pour propulser ces technologies-là. Donc aujourd'hui, quand on pose un peu tout ça, on se rend compte qu'il y a 3 axes de développement et 3 axes d'interconnexion entre les sujets d'énergie et de technologie. Le premier axe fort, c'est finalement au niveau du data center, comment on va réduire l'impact écologique d'un data center au niveau de l'infrastructure globale. Ensuite, sur les unités de calcul, donc vraiment sur ce qu'on appelle les cartes graphiques, comment on va réduire la consommation des cartes graphiques. Ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, sur le refroidissement. Parce que finalement, aujourd'hui, un data center, c'est pas grand-chose de plus qu'un gros réfrigérateur qui utilise des grosses clims pour refroidir des racks de calcul. Donc voilà, ça c'est un petit peu les 3 sujets que nous on porte dans notre lab, le Cesters Lab, pour vraiment, qui a pour mission aujourd'hui de réconcilier ces 2 sujets qui sont aujourd'hui l'environnement et le calcul. Et pour ça, on porte 3 projets sur ces 3 verticales-là au sein de notre lab, qui est composé de 10-15 chercheurs. Je vous laisse aller sur le site cesters.com/lab si vous voulez voir un peu plus d'infos. Et si jamais vous avez des chercheurs en MLOps, en IA, en blockchain intéressés par ce sujet-là, n'hésitez pas à les amener vers nous. On est très preneurs de nouveaux talents. Donc voilà sur un petit peu ce sujet-là. Donc aujourd'hui, au niveau vraiment pragmatique, qu'est-ce qui se passe ? Sur le data center en lui-même, globalement, quand on refroidit un rack de data center,
pour, entre guillemets, on va dire 1 mégawatt d'énergie utilisée pour le calcul, il faut rajouter 1 mégawatt aujourd'hui pour refroidir une unité de calcul. C'est aberrant, c'est beaucoup trop gros. Et en fait, ça vient d'un sujet de fond qui est que le data center d'il y a 15 ans n'avait pas anticipé les besoins de calcul d'aujourd'hui. Donc on a ce qu'on appelle des PUE, c'est ce rapport-là entre la puissance utilisée pour le calcul et la puissance utilisée pour le refroidissement, qui sont de 1.5 jusqu'à 2 aujourd'hui. Donc en gros, pour 1 de calcul, il faut 1 de refroidissement. Et tout l'enjeu aujourd'hui des grosses sociétés spécialisées dans l'IA, comme Sisters, comme FlexAI par exemple ici en France, avec qui on travaille de manière proche, comme NVIDIA, avec qui on travaille énormément sur ces sujets-là, c'est comment construire le data center de demain pour être capable de craquer 2 problèmes. Le premier problème, c'est effectivement réduire le PUE, faire en sorte que la consommation d'énergie par rapport à la consommation de calcul réduise drastiquement. Et la deuxième des choses, c'est anticiper le sujet de densification. C'est-à-dire que nous, sur notre métier aujourd'hui, historiquement, sur un data center, vous pouviez mettre 3 à 4 racks de calcul qui vont consommer, je vais vous dire n'importe quoi, 50 kW par rack. Et aujourd'hui, les besoins sont à peu près vont monter avec la nouvelle carte NVIDIA jusqu'à 150-200 kW par rack. Donc c'est 2 sujets qu'il va falloir craquer et travailler ensemble. Et en fait, ces 2 sujets se travaillent d'une seule et unique façon, c'est d'améliorer les technologies de refroidissement. Aujourd'hui, 99% des data centers travaillent en ce qu'on appelle en air cooling. C'est globalement des énormes clims qui refroidissent vos unités de calcul. Ça marche comme ça et c'est pas très efficace. Vu les PUE en jeu, c'est vraiment pas efficace. Et aujourd'hui, nous, on développe en interne et avec d'autres partenaires des nouvelles technologies de refroidissement, notamment ce qu'on appelle en DLC. C'est du liquid cooling. S'il y a des gamers parmi vous, je pense que vous voyez ce que c'est. Donc globalement, votre carte graphique, vous allez passer du liquide pour le refroidir. Donc ça, c'est assez facile à faire sur un petit ordi de gamer, on va dire. C'est beaucoup plus compliqué sur des salles serveurs à 2-3 MW. Et donc aujourd'hui, nous, on développe pas mal de technologies là-dessus et on essaie de normaliser, de créer des normes en fait, sur ce domaine-là. C'est aujourd'hui ce qui manque pour pouvoir développer at scale ce genre de technologie. Et aujourd'hui, on travaille très fortement avec NVIDIA là-dessus pour anticiper les prochaines générations de cartes graphiques pour l'entraînement des IA. Et on avait annoncé sur BFM TV il y a à peu près un mois avec Digital Realty la mise en place d'une salle IA dans le nouveau data center uniquement refroidie avec du liquid cooling. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est les sujets de refroidissement eux-mêmes. Comment on passe finalement du airflow au liquid cooling qui nous permet de passer d'un PUE de 1.5 ou 2 jusqu'à des PUE de 1.1. Donc globalement, quand on est en liquid cooling, sur les meilleures méthodes de liquid cooling, pour 1 MW, on va dire, utilisé pour le calcul, on n'utilise plus que 100 kW pour le refroidissement. Ce qui sont des rapports qui sont beaucoup plus intéressants et qui permettent de globalement réduire l'impact aujourd'hui environnemental sur des sujets IA et Web3, puisque finalement Web3 c'est la même chose, c'est les mêmes niveaux de densité qu'on a. C'est à peu près du 100-150 kW par rack, c'est à peu près la même chose. Donc ça c'est vraiment sur les sujets de refroidissement. Globalement, là où on arrive aujourd'hui, c'est sur les sujets vraiment de cooling. On passe de air cooling à des technologies de DLC. Et puis aussi, ça arrive petit à petit d'immersion cooling sur des fluides de refroidissement. Mais c'est des technologies qui sont assez... qui sont aujourd'hui vraiment dans les centres de recherche, que nous on travaille dans nos centres de recherche, mais qui sont vraiment, qu'on pense, ne sont pas encore prêtes en production, parce que ça manque beaucoup de normes sur ces technologies-là. Donc ça, c'est le premier pan sur comment on va répondre à ce challenge environnemental. Le second point qu'on voit développer, qui est un peu plus complexe à travailler, c'est carrément, et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faut pas redéfinir ce que c'est un data center? Parce qu'aujourd'hui, un data center, c'est globalement quelque chose d'assez passif, c'est des élans de bâtiments où on va mettre des serveurs et puis des clims et puis on va le refroidir. C'est juste ça un data center aujourd'hui. Et nous, on redéfinit ça aujourd'hui avec NVIDIA notamment et d'autres partenaires à créer, et on travaille là-dessus, ce qu'on appelle des compute centers. Des compute centers, c'est pour nous des bâtiments qui, from scratch, donc dès le début, on imbrique et intègre des technologies DLC et intègre des technologies qui permettent de monter très haut par rack en termes de kilowatts consommés, donc 200-300 kilowatts consommés par rack, ce qui permet d'augmenter la densité et de facto en fait de réduire l'impact parce qu'on a des espaces qui sont plus petits à refroidir et qui sont beaucoup plus adaptés et qui vont devoir exister pour les IA dans 5 ans, 10 ans, parce que en fait les cartes graphiques qui sont en train d'être créées, elles consomment beaucoup trop. Et aujourd'hui, les technologies d'aujourd'hui de refroidissement, elles ne sont pas assez efficaces. Donc nous, on travaille sur un nouveau concept, un flagship qu'on appelle Sisters Vision 2030 en partenariat avec des partenaires comme Vinci notamment,
où on va créer un nouveau bâtiment qui est un compute center qui sera dédié au calcul pour l'IA. Et ce compute center-là, il sera porté et poussé par des sociétés de GenAI françaises pour le training de leur modèle. Et il sera novateur sur plein d'aspects. Le premier aspect, c'est finalement l'intégration du DLC à 100% et plus de air cooling. Le second aspect, c'est aussi créer des boucles de refroidissement. Donc ça c'est le deuxième axe du développement sur un data center, c'est de se dire, aujourd'hui un data center, il produit deux choses. Il produit du calcul ou de la data, mais aussi il produit un déchet qu'on ne sait pas revaloriser, c'est la chaleur. La chaleur aujourd'hui, produite par un data center, et vu les densités de data center dans lesquelles on va rentrer et vu les consommations électriques, ça devient un vrai enjeu. Et tout le sujet aussi de Cesters Vision 2030, c'est comment on va switcher finalement ce déchet en valeur pour des entreprises. Et ça, on avait annoncé l'année dernière justement à Bercy avec KPMG, justement notre initiative qu'on a créée avec Vinci Énergie, où on va venir travailler sur les concessions d'aéroports de Vinci Énergie pour intégrer des solutions de chauffage pour ces concessions-là via l'utilisation de nos data centers. Ça, c'est des projets dont, si vous êtes dans la tech, dont vous devez entendre parler depuis longtemps, des piscines réchauffées par des data centers, des écoles réchauffées par des data centers, mais en fait, en réalité, c'est des projets qui sortent jamais. Ça sort jamais parce qu'en fait, le challenge architectural et urbanistique autour de ces projets-là, il est impossible. Donc en fait, le seul moyen de sortir de ces projets-là, c'est dès le début, quand on construit le compute center, de construire les boucles en fait, qui vont venir réchauffer les bâtiments autour. Et c'est pour ça que nous, sur le niveau design de compute center, c'est ce qu'on fait dès le début. On anticipe ces sujets-là et en fait, on crée les boucles de réchauffe pour les boucles primaires en fait, pour les bâtiments autour en créant le compute center. Donc ça, c'est le deuxième grand axe après finalement le refroidissement, c'est la récupération de la chaleur et la réutilisation. Et là, en fait, on change complètement le paradigme parce qu'on passe d'une technologie qui est extrêmement consommatrice et qui a des PUE négatifs à une technologie qui a des PUE positifs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec du liquid cooling, le rapport de création de calories de chaleur dans de l'eau par rapport à la chaleur émise par le data center, il est de 1 pour 1. Donc globalement, toutes les calories que j'utilise pour chauffer mon data center, je les retrouve dans mon eau. Donc en gros, toute la chaleur et l'énergie utilisée pour refroidir mes unités de calcul, je la retrouve dans la chaleur créée dans l'eau du liquid cooling. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça permet de créer demain, et de toute façon, ça va arriver, et c'est obligé au vu des enjeux environnementaux, des bâtiments qui sont des data centers qui vont permettre de créer des unités de calcul qui seront intégrées complètement au tissu urbain autour et qui vont permettre de réchauffer presque gratuitement entre guillemets, les bâtiments autour. Nous aujourd'hui on commence des use cases sur des cas industriels avec Vinci parce que c'est plus simple à intégrer, mais l'idée demain c'est d'aller voir des communes, des mairies et de leur proposer ces projets là et de les pousser. Donc ça, c'est le deuxième grand axe. Et le troisième axe, qui est un peu plus peut-être hardcore, qui est un peu plus hardware, c'est vraiment sur la puce en elle-même. Nous, aujourd'hui, chez Cesters, on a un projet qu'on a porté sur lequel on a gagné 2 concours innovation avec le Mesri. On a eu plein d'articles de recherche qui sont créés là-dessus, qui s'appelle ARCS. Et en fait, le sujet de ARCS, tout le sujet autour de ARCS, c'est hyper challengeant. C'est du temps long de développement. Et en fait, c'est de se dire... Aujourd'hui, c'est peut-être un peu technique, mais globalement, quand vous utilisez un processeur aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il n'y a que 40% des calculs qui sont faits par d'autres processeurs qui sont utilisés pour le calcul lui-même. 60% sont utilisés pour en fait, ce qu'on appelle une synchronisation d'horloge. En gros, c'est pour passer la main d'une instruction à une autre, pour être assez schématique. Et en fait, il y a une technologie de puce qui a été abandonnée il y a 15-20 ans, qui est ce qu'on appelle la technologie asynchrone de puce, et en fait qui permet de supprimer l'utilisation de l'horloge. Ça a été abandonné il y a 15-20 ans parce qu'on a voulu normaliser ce domaine-là et créer des frameworks de création de puces. Et nous aujourd'hui on rechallenge ce domaine-là et on crée via ARCS une nouvelle puce d'inférence pour l'IA qui est totalement asynchrone et pareil pour le calcul blockchain. Donc on a créé un premier prototype qui sera annoncé dans quelques semaines. Et l'idée pour nous, ça va être de créer une première production sur ces puces-là pour pouvoir développer et aider justement cette transition écologique. Donc voilà un petit peu pour moi sur le diaporama complet de finalement quelle technologie on peut utiliser pour améliorer
l'impact environnemental sur l'IA ou la blockchain, ou finalement de la tech en général. C'est pour moi, premièrement, finalement, le data center en lui-même. C'est comment on re-challenge le design de data center. Parce que de toute façon, on devra le faire, parce que on est sur des besoins de densité qui sont de plus en plus gros. Le deuxième, c'est le système de refroidissement, comment on passe du airflow au liquid cooling, pour réduire considérablement le PUE de 2 à 1,1 grand maximum. Et le troisième, c'est sur la puce en elle-même, comment améliorer les systèmes de calcul. Parce que là, pareil, il y a beaucoup de pertes et d'inefficacité à aller chercher sur des modèles de puces où on a cherché peut-être un peu la facilité chez IBM il y a 30, 40, 50 ans, et on a cherché des stades de gravure de plus en plus petites, mais on n'a pas cherché à challenger le plan de la puce en elle-même. Donc voilà un petit peu pour la présentation de tout ce qu'il y a dans l'environnement. Peut-être juste petit aparté sur Cesters. Si jamais vous êtes motivé, vous aimez la Gen AI, vous aimez le computing, vous aimez les data centers, n'hésitez pas à aller sur cesters.com/career. On recrute énormément, on recrute en France, on recrute à San Francisco aussi. Et il y a de très belles annonces qui arrivent très rapidement sur des sujets de levée, de gros partenariats avec des très gros Gen AI. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions pour Youssef. Enfin, je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant et quand tu l'expliques, on arrive à comprendre tous les enjeux autour de ces data centers, qui est un sujet un peu aride parfois. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres équipes, parce qu'on avait eu l'occasion en effet de discuter l'année dernière avec ton équipe de recherche qui est à la pointe sur les sujets de puces et de calcul asynchrone. Il y a d'autres équipes dans le monde qui travaillent sur ces sujets-là où vous êtes un peu unique, entre guillemets? Alors, forcément, c'est des initiatives qui sont portées par plein d'équipes différentes. Il y a beaucoup de centres de recherche qui travaillent là-dessus. Il y a forcément des gros pontes chez IBM qui travaillent là-dessus, etc. Mais je pense que nous, notre approche là où elle est intéressante, c'est que on a une grosse ADN ingé, PhD dans la boîte. Moi, de base aussi, je suis ingé. Et en fait, nous, le centre de recherche, il est très lié à l'équipe de prod. C'est-à-dire qu'ils sont dans le même bureau. Et en fait, nos technologies, elles sont très vite poussées en prod, elles sont très vite testées. On n'a pas un centre de recherche qui est, je dis n'importe quoi, qui est à Paris, alors que l'équipe de prod, elle est à San Francisco, comme je vois chez quelques partenaires. Et on essaie vraiment de réduire les cycles itératifs entre la recherche et la prod. Ça, je pense, c'est un enjeu. Mais forcément, il y a d'autres équipes qui travaillent sur le sujet. Il y a forcément toujours un peu de compétition entre les équipes de recherche, etc. Mais moi, très fier de notre équipe. Et ce qu'on a aujourd'hui produit en termes de prototypes en un an, c'est assez prometteur et on continue à travailler fort. Ouais. Bah, merci beaucoup, Youssef. Je ne sais pas si d'autres... Vous avez une question? Super. Alors déjà, merci pour la présentation. Juste peut-être une question plus très technique. Moi, je fais de l'inférence. Je sais à quel point c'est cher et à quel point en fait, c'est ce qui va décider une app qui va réussir ou pas au niveau financier. Je suis très intéressé par Grok, j'imagine que vous connaissez. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ce genre de proposition? Est-ce que vous êtes capable de faire du 800 tokens secondes ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est pas votre but? Ouais. Alors Grok, c'est hyper intéressant. Juste pour remettre un peu de contexte, Grok, c'est une société qui a utilisé la technologie qui était très portée dans le mining, qui est l'ASIC. En fait, au lieu des GPU, on va utiliser des unités de calcul qui sont spécifiques à un seul type de calcul. Et en fait, ils ont développé ça pour de l'inférence. Donc l'inférence, c'est globalement quand vous faites une requête sur, par exemple, ChatGPT, c'est le petit calcul qui se fait avant de vous donner la réponse. Et effectivement, Grok, ils ont été très forts là-dessus, puisque en fait, historiquement, on voit la même courbe qu'il y avait dans le mining que ce qu'on a dans l'IA aujourd'hui. Globalement, on passe du CPU au GPU, ce qu'on appelle des FPGA et maintenant ce qu'on appelle des ASIC. Et en fait, Grok a vraiment bien anticipé ça, puisque finalement, ils utilisent la technologie ASIC directement pour l'IA et non plus des GPU. Et nous, on pense que c'est très prometteur. C'est le même système que ce qu'on appelle les TPU chez Google pour le training cette fois-ci. Et nous, en fait, dans notre positionnement, on va plus être des gens qui vont pousser les technologies de Grok pour nos clients. On va plus être des hosters. Par contre, sur le lab de recherche, c'est des technologies qui nous intéressent énormément. Je pense sur la recherche en elle-même, on a un peu d'avance sur les équipes de Grok, parce que nous, on fait de l'ASIC pour l'IA, mais on rajoute une couche asynchrone, là où Grok, c'est quand même des ASIC synchrones.
Mais pour nous, ça reste encore en phase de recherche. On ne peut pas leur enlever qu'ils ont été très forts et on est assez admiratif de ce qu'ils ont déjà poussé en prod. Et c'est un petit peu dans la même ADN que ce que je disais pour le projet ARC. En fait, c'est ce genre d'initiative, je pense, qui va pousser et qui vont se développer de plus en plus. Et nous, juste sur le positionnement actuellement, effectivement, on est plus provider de services comme Grok plutôt que concurrent de Grok. Donc là-dessus, nous, on est plus provider en fait, de computing plutôt qu'autre chose. Ouais. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Youssef d'être venu sur le stand de KPMG pour nous parler de Cesters et de toute l'innovation que vous portez à Marseille. On était très fiers de vous